Eh bien, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Merci donc d'être resté pour la deuxième session de ce dernier AMS de l'année. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à dire AMS. C'est AMS maintenant et plus AOS. Donc, on va se retrouver en fait dans le quatrième webinaire que je donne donc dans ce format-là online, qui est donc toujours orienté sur la sécurité des environnements M365. Et donc là, on va attaquer la quatrième partie qui va vraiment être axée sur les Sun-City Labels, donc tout ce qui est protection de données, la partie DLP et la double encryption, donc avec Duoki, donc qui est une solution tierce qui va venir, si vous voulez, apporter une valeur ajoutée au niveau du stockage des clés pour vos données. Et ça, c'est très important. On va le voir tout à l'heure. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Falata Guru, je suis MVP depuis maintenant 7 ans. J'ai écrit 3 bouquins, un sur ATA, un sur Hyper-V, et le dernier sur Azure Active Directory. Donc, d'où l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec le fait que Azure Active Directory n'est pas un Active Directory. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, en fait, qui sont cachées derrière Azure Active Directory. Donc, je suis speaker aussi sur pas mal d'événements, notamment AMS, AOS, la MWCP que Patrick vous a présenté tout à l'heure, où je vais intervenir en fait une journée sur la partie cybersécurité pendant une journée. Donc, on va revoir toute la partie Zero Trust ensemble, et puis une autre session que je donnerai sur un thème plus précis. Et puis, j'interviens sur toute la partie Azure, M365, Zero Trust, Azure Sentinel également, enfin voilà, toute la partie Azure et M365. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'on-prem, je vous avoue. Alors, en termes d'intro, au niveau agenda, donc pour introduire un petit peu le webinaire, ça va être très simple. On va avoir deux grosses parties. On va avoir la partie Sun-City Label, donc la partie labellisation des documents, donc la partie classification et chiffrement des documents. Donc on va avoir une petite introduction. On va voir ensuite les labels au niveau des groupes Teams et SharePoint, ça c'est important. Et on va surtout voir pourquoi finalement Microsoft a abandonné AIP, en fait, le protocole, la solution que vous connaissez, je pense, sûrement, qui est Azure Information Protection, au profit justement de ce qu'on appelle ces labels unifiés. On va voir également la partie DLP qui est liée en fait au label et les DLP for Endpoint qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, qui va nous aider à faire du DLP au niveau de Windows 10. Et ça, c'est intéressant pour justement empêcher des fuites de données au niveau de la machine. Et ensuite, on verra, pour moi, c'est un peu de la magie, c'est la double key encryption, donc c'est le chiffrement à double clé. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les prérequis, et puis vous présenter la solution Duoki qui va venir en fait s'interfacer à M365 pour apporter en fait cette valeur ajoutée qui est le stockage de votre master key quand vous chiffrez vos documents. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on continue notre aventure depuis mars 2020, parce que rappelez-vous, ceux qui ont suivi tous ces webinaires là depuis que le Covid a commencé, en fait, où Patrick a eu en fait l'occasion et surtout l'intelligence de lancer ces webinaires en fait sur online pour que les gens puissent un petit peu sortir un peu du quotidien du confinement et surtout apprendre des choses. On a commencé un peu ce qu'on appelle avec un modèle Zero Trust que je vous avais donné, et on a un petit peu travaillé sur pas mal de thématiques. Le premier point, c'était renforcement des credentials, la réduction de surface d'attaque en deuxième, en partie 3, la threat protection, 4, 5, 6, tout ce qui est donné, etc. Aujourd'hui, en fait, on va se focaliser sur le 1.1 qui est data protection, classification, gouvernance et hand protection. Donc là, c'est tout ce qu'on va toucher au niveau de la data, c'est-à-dire chiffrement et classification de la donnée. Sachant que dans les autres sessions, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez revoir en fait sur la chaîne YouTube de notre communauté les autres webinaires que j'ai donnés. Donc j'en ai donné 3 précédemment, un sur AIP pratiquement, un sur la partie protection des identités et un sur la partie donc Zero Trust que vous allez pouvoir retrouver. Chose importante aujourd'hui, pardon, en 2020, donc ça c'est une stat qui a été donnée par Microsoft qui est intéressante, c'est qu'en 2020, l'être humain en fait il génère, regardez ici, 1,7 mégabytes par seconde de données. Donc ça devient monstre parce qu'en fait on a énormément d'outils qui communiquent ensemble sur Internet. Je ne parle même pas de l'IoT, je ne parle même pas des nouvelles technologies. Là, je ne parle pas des consoles, je ne parle pas de vos téléphones, je ne parle pas des Snapchat qu'on prend tous les jours, des Instagram, tout ce que vous voulez. Ce qu'on sait, c'est qu'on a énormément de données et de data. Et le problème, c'est que cette donnée et cette data, on en fait quoi? Elle est stockée où? Et surtout, c'est est-ce qu'elle est vraiment protégée, cette donnée?
C'est-à-dire que vous, en fait, quand vous êtes chez votre médecin, donc vous avez comme des données confidentielles liées à votre santé, votre intégrité physique. Est-ce que sur l'appareil de la clinique, sur les serveurs de la clinique, est-ce que ces données sont vraiment chiffrées? Est-ce que si un pirate rentre et arrive à prendre ces données, est-ce qu'il peut en faire quelque chose ou pas? Et ça, c'est quand même des choses qu'on peut se poser, parce qu'on est tous là à parler de GDPR, etc., etc. Mais je pense que le vrai problème, il faut l'attaquer à la source, et la source, c'est est-ce que la donnée, au départ, elle est protégée ou pas? Et ça, malheureusement, je le vois dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas vraiment le cas, mais on va voir un petit peu comment justement apporter, en fait, on va dire un semblant d'espoir et une aide, en fait, pour pouvoir déjà commencer un projet de protection et de classification de données. Alors juste en termes de projet, il faut faire comprendre quelque chose d'important, c'est que le projet de data classification et de data protection, c'est vraiment un projet métier. Vous allez en général avoir 80% de métier, de process, de gouvernance et du légal, et à peine 80% et 20% de technique. Parce que la technique, finalement, c'est pas le plus compliqué. Mais la valeur ajoutée du consultant, ça va être en fait à faire travailler ensemble tous les métiers, tous les départements, le DPO, le CISO, les HR, etc., pour pouvoir en fait monter ce plan de classification de données. Donc, ce qui est important déjà, c'est de comprendre quelles sont et de savoir et d'identifier quelles sont les données critiques au sein de l'entreprise. Je vous rassure, hein, vous posez des questions à n'importe quel DSI dans une entreprise, en général, beaucoup vont répondre je ne sais pas. Je ne sais pas quelle donnée j'ai, est-ce qu'elle est critique, est-ce qu'elle n'est pas critique. Il y en a, ils vont peut-être savoir parce qu'il y a des données financières, etc. Mais pour la plupart, ils ne savent pas savoir si leur donnée est vraiment critique ou alors quelle est la nature de leurs données. Ça, c'est super important. Ensuite, un point très important, c'est quand je pose la question, en général, quand je fais ce genre de projet, c'est une fois que la donnée elle sort de l'entreprise, quand je l'envoie par mail, qu'est-ce qu'elle devient? En fait, il y en a plein qui me disent, une fois qu'elle est sortie, donc je n'ai plus la main dessus. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle tous, là, on fait beaucoup de Teams avec du guest access, avec du B2B. Donc c'est super cool, c'est génial. Le problème, c'est que de temps en temps, et c'est déjà arrivé, je l'ai vu en plus sur Internet, donc c'est passé sur des articles, sur des Teams, il y a peut-être quelqu'un par mégarde qui va poser un document qui va être extrêmement sensible. Peut-être c'est un contrat, peut-être que c'est des données financières, peut-être que c'est des données, on va dire, de santé. En fait, ces données, vu qu'elles sont accessibles, vu que c'est un Teams qui est ouvert à des gens externes, en B2B, donc ils ont accès donc aux Teams, finalement, ils vont pouvoir télécharger le document sans problème et ils vont pouvoir l'importer sur leur machine. Et ça, c'est important. Et ensuite, après, le troisième point, c'est est-ce que peut-être, en général, quand je fais ce projet, est-ce que peut-être vous utilisez déjà un moyen de classification des données ou de protection des données? On va parler, par exemple, tout à l'heure de backup. Est-ce que quand vous backupez vos serveurs, vos comptes M365, est-ce que le backup est chiffré ou pas, par exemple? Toutes ces choses-là qui sont importantes à se poser pour bien comprendre en fait la nature et l'aspect de la donnée dans le système d'information. Parce qu'un système d'information, c'est un monde, ça vit. Donc il y a énormément de données qui transitent entre les services. Il y a énormément de données qui transitent vers l'interne et vers l'externe. Donc c'est super important de bien se positionner et de comprendre ce que vous avez en termes de données en interne. Si vous ne faites pas ce travail-là au début, faire un projet de data protection, ça peut être très compliqué. Parce que finalement, oui, je peux créer des labels et m'amuser. Mais ce n'est pas ça le fond. Le fond, c'est vraiment d'appliquer le bon label à la bonne donnée et surtout au bon moment. Et ça, c'est important. Donc après, ici, c'est pareil, comme je vous dis, c'est la stratégie. Hein. Surtout, très important, il y a quelque chose qui est important, c'est rester simple. Parce que je vois beaucoup d'entreprises aussi qui ont déjà commencé à faire ce travail-là, mais on se retrouve avec des classifications comme ça, avec énormément de labels. Donc déjà, l'utilisateur, il est perdu. Il ne sait pas comment utiliser ces labels. Donc forcément, s'il ne sait pas les utiliser, je peux vous garantir qu'il ne va pas les utiliser. Dans ce cas-là, finalement, le projet DLP, il ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'un des points essentiels, c'est la localisation de la donnée. Est-ce qu'elle est déjà chez moi on-prem? Donc, est-ce que si elle est on-prem, est-ce que je peux la chiffrer ou pas? C'est vrai que ça mérite en fait réflexion. Est-ce que ma donnée, je peux la chiffrer on-prem même si elle est on-prem avec un service cloud? Donc ça, on peut le voir aussi. Comment je peux la classifier? Comment je peux la scanner? Ça, par exemple, c'est une question intéressante. Ensuite, est-ce qu'elle est aussi dans Office 365? Si elle est dans Office 365, ça sera un peu plus simple.
parce que justement, on a tous les outils pour pouvoir en fait interagir avec ça. Donc toutes ces questions, vraiment, il faut se les poser et se poser autour d'une table avec les bonnes personnes pour pouvoir déjà commencer un projet de telle envergure. Donc ensuite, une fois que finalement les trois piliers, c'est je connais ma donnée, donc je vais pouvoir classifier et la découvrir, donc je vais pouvoir apporter des labels dessus. Ensuite, je vais pouvoir, une fois que je l'ai connue et classifiée, je vais pouvoir la protéger en fonction de la nature de la donnée. Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle est hypersensible? Est-ce qu'elle est uniquement publique? Donc là, je la classifie en tant que publique, mais je ne la protège pas. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et derrière, je vais pouvoir aussi surveiller et remédier si ma data sort de mon entreprise. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir la main mise en fait sur mes données quand elles seront à l'extérieur de mon entreprise. Et ça, c'est super important. Et on va voir qu'avec les outils que propose Microsoft, on va pouvoir faire pas mal de choses. Notamment, il y a quelque chose qui est important, c'est Azure Active Directory. Vous allez comprendre ce qu'il vient faire là-dedans parce que finalement, Azure Active Directory va jouer un rôle essentiel à la protection des données. Alors, on peut se le dire, hein, pourquoi chiffrer une donnée? Pourquoi classifier une donnée? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément d'attaques arrivent tous les jours, tout le temps. Donc là, par exemple, on peut le voir, hein, le Marriott a subi une attaque, donc forcément derrière les données n'étaient pas chiffrées, donc ils ont été divulgués. Vous avez énormément d'entreprises, et en plus c'est pas des petites entreprises, parce que là on parle quand même par exemple de Manchester United, donc c'est quand même c'est pas rien. On parle de Capcom, donc c'est quand même des géants. Donc au niveau, on va dire, infrastructure et au niveau moyen, donc ils ont les moyens de se protéger, ces gens-là, logiquement. Ils ont de l'argent pour l'IT. Mais on peut voir que finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça, surtout, ça arrive à du très très gros, comme la dernière attaque qui est arrivée donc, à Soprasteria. Quand même, Soprasteria, c'est quand même l'une des plus grosses SS2I que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, mais ça n'empêche pas de se faire hacker. Donc c'est pour ça que, ça c'est juste pour sensibiliser que la donnée, alors c'est bien de la backuper, c'est même obligatoire, c'est une faute professionnelle de ne pas backuper ces données, ça c'est clair. Par contre, il faut également qu'elles soient chiffrées, parce que c'est super important. Donc après ici, si vous voulez, quand vous allez conduire un projet de classification et de chiffrement, il va falloir faire un point très intéressant, c'est le curseur que vous allez placer entre sécurité et productivité. De toute façon, à chaque fois qu'on fait de la sécurité dans un système d'information, en général, on se retrouve toujours confronté à ce petit problème qui est la productivité donc à droite et la sécurité à gauche. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir le curseur au milieu, pour pouvoir en fait avoir le meilleur, on va dire le meilleur compromis entre justement je peux travailler tout en étant sécure. Donc là, par exemple, on peut le voir, hein, on peut enforcer par exemple des conditional access sur des datas par exemple sensibles, ou alors pour la productivité, on va faire plus confiance à l'utilisateur, on va lui dire écoute, on va te former, et puis ça sera à toi de juger quand est-ce que tu vas appliquer tes labels ou pas. Alors c'est toujours pareil, il y a deux écoles, d'accord, il y a juste un micro qui est allumé, si vous pouvez le couper s'il vous plaît. Merci. Donc en fait, ça va être juste le curseur que vous allez mettre en place entre donc la sécu et la productivité. Et il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% finalement de gouvernance et de business, parce que dans un projet DLP et Data Protection, les utilisateurs, donc la partie change, donc le change management, la communication des utilisateurs, elle est primordiale. Si vous ne faites pas de communication, en fait, vous n'aurez pas de projet parce que personne ne va utiliser le produit. Ça, c'est super important. Donc, la communication dans ce genre de projet, c'est le plus important, notamment avec vos end-users. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu voir à tête reposée les différents scénarios que vous allez pouvoir mettre en place. On peut par exemple ici aussi, pour la partie mail, sécuriser les emails directement ou alors dire aux utilisateurs, ça sera à toi de dire quand est-ce que, ça sera à toi de finalement de sentir si la donnée elle est sensible ou pas. En général, les utilisateurs, ils sont pas bêtes, ils connaissent bien la nature des données qu'ils traitent au quotidien, donc ils savent très bien quoi faire quand il faut chiffrer, par exemple. Donc, une fois nous avons vu un peu cette petite introduction un peu longue mais nécessaire, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, on va parler des Sensitivity Labels, donc les labels unifiés que propose M365. Donc les labels, c'est tout simplement la suite d'AIP. Pourquoi? Parce qu'avant, vous aviez AIP. Donc AIP, c'était tout simplement donc Azure Information Protection. C'était un moyen pareil de faire de la classification et de la protection de documents. Mais le problème d'AIP, c'est qu'il n'arrivait pas, si vous voulez, à se marier
et à s'intégrer avec les outils et l'écosystème Microsoft. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appliquer un label AIP à un site SharePoint, vous ne pouviez pas appliquer un label AIP à un Teams ou un groupe Office 365. Avec les Safety Labels, c'est ce qu'on appelle les labels unifiés. On va avoir en fait une vision cross-plateforme de l'utilisateur jusqu'à la data, donc en passant par les devices et l'identité, et tous les autres services, SharePoint, Exchange Online, OneDrive, etc., pour pouvoir, et Teams, pour pouvoir en fait justement appliquer le même niveau de sécurité sur tout l'écosystème et pas uniquement sur un document. C'est là où Microsoft en fait était faible par rapport à d'autres DLP, c'est qu'elle se concentrait sur le document, alors que là, on va plus parler de notion de conteneur, ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on va protéger des conteneurs. Et forcément, en protégeant des conteneurs, derrière, on va protéger les données qu'il y a dedans. Donc, les Safety Labels arrivent également avec donc, le nouveau client qui s'appelle le Label Unified Client. De toute façon, attention, quand vous allez télécharger ce client sur Internet, en fait, vous n'avez plus la possibilité de télécharger la version classique, c'est-à-dire la version classique pour AIP. En fait, il faut se signer au niveau il faut ouvrir un ticket chez Microsoft pour leur dire que je vais faire de l'AIP. Parce qu'aujourd'hui, AIP, mars 2021, sera déprécié et on va uniquement faire du Safety Label. Donc, si vous avez de l'AIP en place, je vous encourage à migrer et je vous montrerai tout à l'heure un peu comment les choses peuvent se passer si vous êtes dans ce cas-là. Donc, chose importante, c'est qu'également, on a aussi l'intégration avec ADAP Security, avec le MCAS, le CASB chez Microsoft, pour pouvoir avoir une vision plus globale, donc pour classifier des documents et pour aussi voir en fait ce qui se passe au niveau des logs, pour avoir quelque chose de plus, on va dire, riche en termes de logs. Et sachant que derrière, à partir de CloudApp Security, on va pouvoir envoyer tous les logs vers Azure Sentinel, dans le puits Azure Sentinel, et dans ce cas-là, on aura une vision vraiment SecOps, en fait, donc DevSecOps de tout l'environnement, donc au niveau brèche et au niveau sécurité, au niveau des événements. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile, si vous voulez, à faire du hunting, donc à faire ce qu'on appelle de la chasse au niveau des incidents quand vous avez des alertes de sécurité. Point important, je les mets en rouge, classifié ne veut pas dire chiffré. C'est pas parce que les documents sont classifiés qu'ils sont automatiquement chiffrés. On peut très bien commencer un projet et à faire que de la classification. En général, c'est ce que les entreprises font, parce que le chiffrement, on va voir que c'est un peu compliqué selon les données, etc. Et surtout selon, on va dire, le niveau des utilisateurs au niveau de l'entreprise. Par contre, vous allez pouvoir, bien entendu, classifier sans pour autant chiffrer les documents. Donc, les Safety Labels, en fait, si vous voulez, en termes de fonctionnalité, mis à part la cross-platform, donc au niveau application des conteneurs Teams, OneDrive, SharePoint, apporte en fait la même chose que AIP au niveau des labels. Hein. On peut les customiser. On a la partie donc manuel ou automatique label. Donc on peut en fait appliquer des labels automatiques sur des documents si on veut. On peut appliquer des documents, des labels de manière automatique sur des patterns. Donc par exemple, je ne sais pas si on met par exemple une chaîne de caractères, je ne sais pas moi, vaccin Covid-19. Dès qu'il va rencontrer cette chaîne de caractères, on peut aussi définir le nombre d'instances. Dès qu'il va la rencontrer, il va automatiquement chiffrer le document, par exemple. Ça peut être intéressant, en fonction, bien entendu, de vos use cases. Alors, en général, attention au label automatique, parce que quand vous allez poser la question aux entreprises, alors, c'est très bien, on peut le faire, mais est-ce que vous pouvez me donner donc les chaînes de caractères, enfin, en tout cas, les chaînes que vous voulez qu'on mette en place, les patterns, ils vont vous dire, on ne sait pas. Parce que c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça soit chiffré automatiquement. Donc en général, la partie manuelle, elle reste quand même plus, on va dire, elle reste un peu plus facile à mettre en place, mais la partie automatique, ça se marie très bien également. On va pouvoir également l'intégrer au DLP, chose qui n'était pas possible avec AIP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des règles en disant, voilà, si le document est, par exemple, labellisé avec le label secret, il n'a pas le droit d'être partagé vers l'extérieur. Ces choses-là. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau, donc, si vous voulez, fonctionnalité, ça apporte la même chose qu'AIP, mais beaucoup plus parce qu'on est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur la partie cross-platform. Au niveau application des conteneurs, là, comme on peut le voir, on peut l'appliquer sur du Teams, on peut l'appliquer sur du SharePoint, comme on peut le voir ici, donc sur vos collections SharePoint, etc. Et puis, il y a une petite nouveauté qui est sortie, donc il y a à peine 2 semaines, ou une semaine, je ne sais plus, honnêtement, c'est ce qu'on appelle le Azure Purview, où là, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, hein, cross-platform, on va pouvoir aussi appliquer ces labels de sécurité et de protection sur des environnements, sur des ressources Azure, pardon. Donc Azure SQL, le compte de stockage, Cosmos DB
et également la partie Azure Synapse. Donc là, on va pouvoir appliquer des labels directement dans la partie ressources Azure, et ça, c'est plutôt pas mal, parce que justement, on va pouvoir, en fait, si vous voulez, protéger notre environnement au niveau cross-platform. Donc ici, en termes de démo, je vais vous montrer ici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez votre portail M365. Alors, en termes de licence, si on veut vraiment profiter de toute la partie M365, etc., il vaut mieux partir sur la partie E5, ou alors vous avez aussi la partie Governance and Protection. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle les Safety Labels. Donc là, ici, j'en ai un certain nombre, hein, d'accord. Je peux en créer un. Donc on va en créer un ensemble pour voir un petit peu à quoi ça donne. Donc là, ici, par exemple, je vais l'appeler test AMS. Alors en fait, ces labels, vous allez le voir, en fait, ils vont s'afficher au niveau des documents Word, Excel, SharePoint, Teams, etc. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, ici, on va mettre un display name, on va mettre une description. Voilà, là, c'est du test. Okay. Ensuite, ici, très important, c'est le scope, c'est-à-dire le label va être intégré dans quel conteneur. Donc, soit je veux le faire que pour les emails et les fichiers. Donc ça, finalement, si vous faites ça, c'est comme si vous aviez de l'AIP, en fait, à peu près. Là, je fais de l'AIP, mais version label unifié. Soit alors, je vais aller plus loin et je vais l'afficher à mes groupes et sites Office 365. Et là, comme vous pouvez le voir, donc je peux faire du SharePoint et la partie M365 Group, donc Teams également. Et je peux aussi faire du Azure Purview, comme je vous l'ai montré, sur la partie Azure SQL, Synapse, mes comptes de stockage. Je vais pouvoir aussi chiffrer mes comptes de stockage, labelliser les documents de mon compte de stockage. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, je vais choisir ces trois-là et je vais faire Next. Ensuite, ici, il va me demander qu'est-ce que je veux. En fait, la protection, c'est-à-dire le chiffrement au niveau de mes données que je vais choisir, en fait. Donc là, je veux encrypter les fichiers et les emails ici, et je vais également mettre des headers pour dire attention, c'est confidentiel, etc. Ça, c'est plus pour la com, mais c'est important. Donc ensuite, ici, on va pouvoir configurer l'encryption. Donc ça, c'est important. C'est ici que intervient la partie encryption. D'accord? Donc c'est là où vous allez pouvoir chiffrer le document. Et donc ici, vous allez pouvoir dire est-ce que je peux aussi demander, donner l'accès en offline access ou pas au niveau du document. Est-ce que je veux que le document expire au bout d'un certain temps? Ça, c'est intéressant parce que je l'ai déjà vu chez un client à moi, avocat. Quand il partageait des documents avec des clients, en fait, on avait mis ça ici. Et en fait, on avait mis 2, ce qui fait que quand j'envoie un document vers l'extérieur, l'utilisateur en fait qui va recevoir le document, quand il va le lire, déjà je suis notifié de ce qu'il regarde, je suis notifié s'il l'imprime, je suis notifié de l'emplacement où il le regarde. Ensuite, il aura 2 jours pour lire le document. Et une fois que le document a dépassé les 2 jours, en fait, l'accès est révoqué automatiquement, ce qui fait que la personne ne peut plus déchiffrer le document. Et ça, c'est plutôt intéressant dans des scénarios voilà, comme des avocats ou des choses comme ça qui échangent des documents vers l'externe. Ensuite, ici, on va assigner les permissions. Donc ça, c'est important. Et ici, voilà, on va pouvoir choisir soit des groupes, soit l'entière de l'organisation. Très important ici, le scope. Si je fais, par exemple, j'assigne le groupe ici et je mets le groupe, je ne sais pas, j'en ai un, non, j'en ai pas, je crois. Si, par exemple, je mets le groupe marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui sont dans le groupe marketing vont pouvoir échanger avec des documents chiffrés avec ce label-là. Par contre, si un autre utilisateur d'un autre département va essayer d'ouvrir le fichier, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas assigné au niveau de la police ici. Donc, c'est super important. En général, quand vous avez si vous voulez, en général, quand vous avez des labels qui doivent être assignés à tout le monde, en général, on met toute l'organisation. Après, on fait du cas par cas en fonction du scoping que vous allez mettre en place, parce qu'en général, le marketing n'aura peut-être pas les mêmes labels que les HR. Les HR n'auront pas les mêmes labels, par exemple, que le service IT, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, ici, en termes de permission, je peux dire, je reviens ici, je peux dire ici, voilà, j'ai déjà des règles, j'ai, on va dire, des rôles prédéfinis, co-owner, co-auteur, reviewer, viewer ou custom. Je peux, par exemple, faire custom et donner uniquement le droit, en fait, de lecture. Ce qui fait que le document, quand il va être ouvert, je ne pourrais pas faire un print screen, je ne pourrais pas faire copier-coller les caractères qu'il y a dedans, je ne pourrais pas l'imprimer, je ne pourrais rien faire, mis à part de la lecture seule. Donc ça, je pense que vous avez compris. Voilà, donc ça, en fonction de la nature du label, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez derrière. Ensuite, ici, voilà, c'est le watermark. On peut
Ici, affiché en gros confidentiel, vous savez, comme on voit dans les films. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ici. Hop. Et ici, en fait, après, ça c'est un truc important. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'automatisation de l'affectation du label au niveau des files et des emails. Donc vous allez pouvoir le faire. Alors ça marche pas sur... vous ne pouvez pas labelliser automatiquement un Teams ou un SharePoint. Mais par contre, le contenu, à savoir les fichiers et les emails, vous allez pouvoir le faire. Et pour cela, vous allez devoir définir des conditions. Et c'est là, en général, ça bloque. L'entreprise, elle ne sait pas. Qu'est-ce que je dois mettre comme condition? J'en sais rien. Je ne connais pas mes données. Donc, vous voyez, je reviens à la problématique de départ. Donc ici, je peux, si vous voulez, mettre des conditions. Hein. Par exemple, ici, voilà, je peux créer des trucs. Je peux aussi mettre des sensitivity labels, des sensitivity informations qui ont été données par Microsoft par défaut. Voilà, la partie carte bleue, les passeports, les machins de tous les pays. Après, vous pouvez créer votre propre chaîne de caractères, si vous voulez, en termes de trucs. Et ensuite, après, bah, une fois que dans le document, par exemple, si je prends ici, hop, et je mets ABA, là, routing number, là, je vais définir l'occurrence, et surtout ici, je vais définir l'instance. Donc là, au bout d'une fois, à chaque fois que ça va rencontrer cette chaîne de caractères, automatiquement, ça va chiffrer le document avec le label que je suis en train de faire. Donc ça, c'est important. Donc là, je ne vais pas le configurer. Puis ici, on va pouvoir aussi définir la protection au niveau des groupes et chez SharePoint. Est-ce que je veux donner l'accès à des externes users, donc ce qu'on appelle des Azure B2B, à se connecter en fait sur mon SharePoint pour pouvoir consommer ces documents ou pas, et également pour la partie device. La partie device, attention, parce qu'il faut aussi avoir de l'intune derrière pour pouvoir enrôler les devices, pour pouvoir les reconnaître en tant que managed devices dans l'Azure Active Directory. Ça, c'est important. Donc ensuite ici, dans mon site, par exemple, je peux dire que c'est uniquement privé, donc là, il n'y a personne qui a le droit de le lire, ou alors c'est public, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir partager les documents qui sont labellisés vers l'extérieur. Donc ici, au niveau de la database, donc ça, c'est la partie Azure Purview, donc vous pouvez aussi faire l'automatisation au niveau des Azure SQL, du Synapse, si vous voulez, donc si vous avez les patterns qu'il faut. Donc là, je fais suivant et je crée mon label. Et une fois que mon label est créé, ce qu'il faut faire ensuite, c'est le publier. Et c'est là, quand vous allez le publier, donc là, je l'ai créé, regardez ici. Voilà. Donc, il va venir quelque part ici, en faisant un refresh. Voilà, ici. Ensuite, en fait, il faut le publier. Et quand on va le publier, on va créer ce qu'on appelle une policy. D'accord? Et là, quand on va le publier, tout simplement, on doit choisir. C'est là où on va faire le scoping chez qui ce label va apparaître au niveau de quel service. Donc là, je peux choisir All par défaut, ou alors je peux choisir le HR parce que c'est pour le HR, ou la direction parce que c'est pour la direction. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a publié ça, voilà à quoi ça ressemble quand j'arrive chez mon utilisateur. J'arrive ici. Donc là, j'ai mon petit Word ici. Donc là, je vais ouvrir. Alors, bien entendu, auparavant, on a déployé le client AIP. Hein. Donc AIP UL, donc Unified Label, très important. Quand je me connecte ici, grâce à mon Azure Active Directory, il va me reconnaître automatiquement. Et là, en fait, bah, j'ai cette petite barre ici avec les sensitivity labels que j'ai ici, en fait, publiés à mes utilisateurs. Donc là, je peux chiffrer mon document. Voilà, ici. Là, vous voyez que j'ai le watermark qui est arrivé. Et donc là, je fais ça et je peux l'enregistrer, par exemple. D'accord? Donc je peux l'enregistrer sur OneDrive. Je peux faire ce que je veux, en fait. Et derrière, pour pouvoir le lire, bah, en fait, il faut que j'ai les autorisations pour pouvoir donc le déchiffrer, donc avec la fameuse clé derrière que je vais pouvoir utiliser. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie utilisation classique donc si vous voulez, des sensitivity labels au niveau d'une entreprise. Là, pour l'instant, on ne parle pas de DLP encore. Hein. Là, c'est vraiment, je chiffre le document, que ce soit en interne ou en externe, quand je les envoie vers une entreprise externe parce que j'ai donné l'autorisation ou pas, tout simplement. Je reviens juste sur les slides. Donc ensuite, justement, on a parlé donc la partie label unifié, donc la partie label. Et une fois qu'on a traité ça, on va maintenant parler de la partie DLP. Donc la partie DLP chez Microsoft 365, donc la partie, on va dire, tout l'écosystème M365, il est également cross-platform. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur du DLP, vous allez pouvoir faire du DLP sur les conteneurs Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, toute la partie Office 365 et surtout, le nouveau qui vient d'arriver,
c'est la partie endpoint, donc la partie Windows 10. Et c'est là qu'on va voir. Donc ça vous permet voilà, d'identifier toutes les données sensibles au niveau d'Exchange, SharePoint, etc. Forcément, ça va aussi empêcher le partage accidentel des données vers l'extérieur. Donc ça peut arriver, donc faire très attention. Et puis, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle du monitoring sur tout ce qui se passe au niveau en fait, des partages externes des données sensibles. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas qui est partagé, quel document est partagé vers l'extérieur. Donc, c'est dommage de passer à côté. Et bien entendu, par-dessus tout, ça protège la fuite de données. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur malveillant qui a envie de s'envoyer des documents d'entreprise sensibles vers son PC ou vers son disque dur externe ou vers son Gmail ou vers une autre adresse autre que celle de l'organisation, bien entendu, il ne pourra pas sortir avec la donnée. C'est très important. Et on va voir que même s'il arrive à sortir avec la donnée, vu qu'on l'a labellisé, vous allez voir qu'avec Azure Active Directory, on va pouvoir le contrôler à distance. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on appelle le Anywhere, Everywhere. Donc, le DLP chez Microsoft 365 est très simple. Il fonctionne, en fait, vous avez plusieurs points. Vous avez la partie location, donc le conteneur. Donc là, c'est sur ce que vous allez appliquer. Est-ce que je vais faire du DLP sur OneDrive, du Office 365 en général sur les documents, etc. Teams, Exchange, SharePoint, la partie de device et la partie cloud. Ça, c'est le premier point, c'est de définir déjà le conteneur. Et ensuite, vous allez définir ce qu'on appelle des règles. Et dans ces règles, vous allez avoir des conditions. Et en fonction de ces conditions, on va déclencher des actions, tout simplement, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Donc, on va prendre un exemple. La condition numéro 1, si j'ai un document, donc il est par exemple dans SharePoint et dans Teams, si j'ai un document qui son contenu en fait est labellisé en sensitivity label secret, par exemple, et qu'il est partagé vers un domaine externe, dans ce cas-là, je bloque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du moment que vous avez compris ça, en fait, vous allez pouvoir faire vos règles de DLP en fonction, bien entendu, de votre business case, en fait. Ensuite, vous pouvez faire aussi des exceptions. Admettons, vous pouvez autoriser un utilisateur à outrepasser cette règle-là, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut avoir plusieurs conditions, on peut avoir plusieurs règles dans la même policy DLP également. Donc, c'est intéressant. Donc, après, ici, ce qui est plutôt cool, c'est que les conditions sur les sensitivity labels, avant, ça n'existait pas. Donc, il fallait juste, avant, en fait, vous aviez juste la possibilité de faire du DLP sur les informations sensibles qui sont prédéfinies par Microsoft, mais ça ne vaut pas grand-chose. Mais maintenant qu'avec la partie label, parce que là, ce sont vraiment vos données, là, vous allez pouvoir faire ça et vous allez pouvoir donc protéger les données vers l'externe. Ça, c'est important. Et donc, pour ça, tout simplement, en termes de démo, qu'est-ce que ça dit? En fait, quand vous allez ici dans le compliance.microsoft.com, c'est vrai qu'il y a il y a énormément de portails. On s'y perd un peu, je vous avoue. Donc, parce qu'en fait, pour la partie Sensitivity Label, c'est le portail security.microsoft.com. Par contre, pour la partie DLP, il faut venir dans la partie Compliance Center, qui est compliance.microsoft.com. Et là-dedans, vous allez ici le Data Loss Prevention, donc le DLP. Et là-dedans, vous allez pouvoir créer des règles, des policies, comme je vais vous montrer ici. Donc, des policies qui vont vous permettre tout simplement de protéger vos données. Donc là, on peut créer une policy juste pour le test. Hop. Donc là, je peux définir déjà des données prédéfinies par Microsoft, comme je vous l'ai dit, du financier, etc., médical. Et je peux aussi faire du custom. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et là-dedans, voilà, ici, DLP AMS 01. Donc, je donne également une description. Voilà. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, la première chose, c'est la location. C'est mon conteneur sur lequel je vais m'appuyer. D'accord? Donc là, je peux dire surtout, je peux jouer avec OneDrive, je peux jouer avec Teams, je peux jouer avec Cloud App Security pour la partie CASB, etc. Je peux également exclure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains sites, certains comptes, certains PC et certains Exchange, groupes Exchange, etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant dans vos tests. Ensuite, après, on crée notre règle. Et c'est la règle que je vous dis tout à l'heure qui était à droite. On va définir ici, donc ici, les conditions. D'accord? Donc là, par exemple, le content, donc ce que le contenu va contenir finalement. Et donc là-dedans, je peux dire soit des informations sensitives, ici, d'accord? Ou je peux aussi également dire, par exemple, s'il est en fait externalisé, chéré en dehors de mon organisation, comme vous pouvez le voir ici.
D'accord? Après, en termes d'action, bah, ce que je peux faire ici, c'est soit restreindre l'accès, soit auditer les activités également. Donc, par exemple, je peux restreindre l'accès et là, je bloque. Ici, je bloque automatiquement chaque personne qui veut en fait, partager une information sensible vers l'externe, automatiquement. Après, ici, je peux notifier. Je peux ici rapporter en fait des incidents au niveau de mon SecOps. Donc là, c'est pour la sécurité, afin qu'ils puissent voir en fait les reports, etc. Ça, c'est super important en termes d'audit. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, je crois que j'ai oublié un truc. Hop. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais juste reprendre ici, en termes de conditions. Voilà, donc si je prends par exemple ça, hop. Là, en termes de conditions, comme je vous l'ai dit, je peux rajouter la partie externalisation ou pas. Ça peut être aussi intéressant. D'accord? Donc là, outside. Donc ça veut dire qu'il sort de mon domaine. Et là, en termes d'action, bah, tout simplement, je bloque. Ici, donc là, je peux envoyer également des emails, notifier les owners de la donnée, le owner du site, etc. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Donc une fois que vous l'avez créé, bah, tout simplement derrière, soit vous la testez tout de suite en mode en fait test mode, donc ça veut dire qu'elle n'est pas applicable. Elle va juste vous donner les données en fait elle va juste vous donner des logs en fait. Soit vous l'appliquez et dans ce cas-là, elle va s'appliquer, elle va bloquer tout ce qui sort vers l'extérieur, qui est sensitif. Donc voilà, ça c'est important en termes également de DLP. On revient juste sur mes slides. Hop. Donc ensuite, je vous ai parlé de DLP au sens large. Maintenant, on va parler du DLP Endpoint Windows 10. Donc là, je vais juste faire ça 2 secondes. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire en fait, ça va empêcher certaines actions au niveau du PC directement contre la fuite de données. Donc, on va pouvoir appliquer des règles directement au niveau de Windows 10. On va pouvoir protéger tout ce qui est fuite de données avec Windows 10. Et ce qu'on va prendre en compte, c'est tout ce qui est création de documents, le renommage, la copie sur un support externe. Par exemple, je peux bloquer que tous les données qui sont labellisées secrètes ne pourront pas être copiées sur une clé USB. Tous les données secrètes ne pourront pas être mises sur un partage réseau. Ils ne peuvent pas être imprimés, ils ne peuvent pas être copiés sur un autre cloud, ils ne peuvent pas être copiés sur ce qu'on appelle un navigateur qui n'est pas trusté. Et pour ça, en fait, tout simplement en termes de démo, je vais vous montrer. Là, j'ai mon poste ici. J'ai ici Firefox, d'accord? Alors attendez, je fais juste. Voilà. Donc j'ai ici Firefox. Et en fait, je suis connecté à mon SharePoint. Alors désolé, il est en allemand. Je ne parle pas allemand, hein, mais il est en allemand. Donc là, je suis connecté sur mon SharePoint, d'accord? Donc je suis utilisateur normal, je suis connecté sur mon SharePoint. Et je vais créer un document ici. Là, parce que je vais vous montrer après la règle que j'ai fait. Je vais créer un document et ici, je vais le classifier en high confidentiel. Voilà, test ici. Je vais le sauvegarder. Donc là, vous voyez qu'il a été chiffré, tout va bien. Donc maintenant, si j'essaye de le placer voilà, comme un user normal, j'utilise Firefox pour aller sur mon truc. Regardez ici, j'ai tout de suite une règle qui me dit attention, Data Loss Prevention, tu ne peux pas utiliser Firefox comme navigateur pour accéder aux données M365 de l'entreprise parce qu'il a été considéré comme non trusté, en fait, tout simplement. On utilise uniquement les navigateurs Microsoft, à savoir Chromium Edge, par exemple. Donc là, voilà, si j'essaye, ça ne marche pas. Par contre, si je vais sur mon Edge ici, pour vous montrer quand même que ça marche, si je prends mon Edge là, hop, donc là, je vais juste arrêter ça, et je prends mon document qui est, c'était pas celui-là, c'était celui-là, hop, ici automatiquement, vous voyez bien que ça marche, voilà, j'ai pu le rajouter, il est là, voilà. Et d'ailleurs, hein, rappelez-vous, le fait que je puisse appliquer des labels dans SharePoint et Teams, je peux voir les labels automatiquement dans SharePoint ici, donc c'est super intéressant, et je peux également rajouter une colonne sensitivity ici, et donc je peux voir la nature du document directement dans SharePoint. Voilà. Donc là, je vois qu'il est bien entendu high confidentiel. Donc il a bien été ajouté au niveau de mon Teams parce que au niveau de mon SharePoint parce que Edge est considéré comme navigateur alloué. Donc là pour ça,
Tout simplement, en termes de démo, comment ça marche? C'est ici. Donc, dans la partie DLP, on a la partie DLP Endpoint Settings, enfin Endpoint DLP Settings, pardon. Donc là, on peut aussi rajouter des fichiers, des machins, des passes, etc., si vous voulez. On peut ici dire quelle application on n'a pas le droit d'utiliser également. Donc, on peut bloquer des applis. Je peux bloquer Notepad, je peux bloquer un peu ce que je veux, hein, ici, d'accord? L'exécutable, en fait. Et ici, je peux dire, voilà, c'est là où j'ai dit, en fait, tout ce qui est Firefox et Google Chrome ne sont pas, en fait, des devices, des browsers trustés. Donc, ce qui fait que je ne peux pas les utiliser pour migrer la donnée ou si vous voulez consommer la donnée avec ces navigateurs-là. Ça ne pourra pas marcher. Je peux également bloquer des domaines publics, etc. Donc, ça peut être aussi également intéressant. Et ensuite, en termes de settings, comment ça se passe? C'est qu'ici, afin que votre Windows 10 puisse avoir la partie DLP, en fait, il faut l'enrôler, d'accord? Il faut l'enrôler ici. Donc là, vous téléchargez, pardon, onboarding. Donc là, vous téléchargez un package et vous les installez sur les machines. Alors, si vous avez plus de 10 machines, vous avez SCCM, vous avez les policies Endpoint Manager ou les GPO, si vous voulez, pour les déployer de manière rapide. Ensuite, dans ma règle ici, ce que j'ai fait, donc dans ma règle, alors, hop, je vais revenir là. Dans ma règle ici de data classification DLP ici, pardon. Allez, donc dans ma règle DLP, ici ce que j'ai fait, c'est que c'est là où je vais lui dire quelles sont les actions qui sont autorisées ou pas pour suivre ma partie endpoint DLP. Et c'est là où j'ai fixé, si vous voulez, donc ici je lui dis bien que tu t'affiches sur les devices, parce que si vous ne le faites pas ça ne marchera pas sur Windows 10, donc attention. Et là, dans la partie test, je lui dis que tous les documents qui ont ces labels-là, donc confidentiel, Project Falcon, High Confidential, donc ce que je vous ai montré ici, hein. Attendez 2 secondes, ce que je vous ai montré là en fait, hein, au niveau du Sensitivity Label, ici. Hop. Donc là, par exemple, vous voyez que lui, il a le high confidentiel, d'accord? Donc tous ces trucs-là ici, ou si aussi ils sont partagés vers l'externe, bah, tout simplement, tu viens ici, hop, et tu bloques la copie. Tu bloques la copie vers un USB ou quelque chose de pluggable. On bloque également la copie vers un network share et on bloque également la partie print. Donc là, je vais vous montrer hein, sur ce document. Donc je viens de l'ouvrir. Hop, ici. Si j'essaie de l'imprimer, on va faire un CTRL-P. Alors, c'est un petit peu lent. Donc là, j'essaie de l'imprimer. Donc, je n'ai pas d'imprimante, mais j'essaie de le mettre impression au PDF, hein, par exemple, c'est pareil. Quand je vais cliquer dessus sur impression, bah, tout simplement, là, il va me dire attention, ce n'est pas possible également. Voilà. Parce que justement, c'est protégé par le DLP. Vous voyez, on a pas mal de choses pour pouvoir en fait justement protéger les données, que ce soit l'utilisation de navigateurs qui ne sont pas trustés par l'entreprise, que ce soit le partage vers l'externe, etc. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, ce sont des scénarios qui fonctionnent et qui peuvent, en fait, si vous voulez, bah, voilà, vous garantir quand même une data protection digne de ce nom. Donc après, pour pouvoir bénéficier de la partie DLP, très important en termes de prérequis, il vous faut les licences suivantes, ici, le 5 partout, ou alors si vous avez le Governance and Protection, donc c'est le bundle que vous allez pouvoir également le coupler à M365E3. En termes de permission pour l'activer, il faut soit être Global Admin, soit Security Admin, soit Compliance Admin. Ensuite, tout ce qui est lecture en fait de la fonctionnalité, c'est Global Reader et Compliance Data Admin. Ensuite, au niveau du endpoint, minimum la version 18.09, c'est assez vieux, mais minimum au plus. Anti-malware avec la version suivante, avec la KB qui est donnée. Post mis à jour avec tous les derniers KB, etc. Très important, le Windows 10 doit être soit joint à Azure AD, soit Azure AD Join Hybrid. Donc, vous savez, l'hybridation entre l'Active Directory et la partie Azure, et puis la partie Chromium Edge, dernière version. Donc après, ben voilà, je vous laisse ici, je vous ai mis en fait la démo afin que vous puissiez la resuivre. Voilà. Après, vous pouvez également aussi voir, je finirai par ça, la partie en fait monitoring qui vous permet également ici en fait d'avoir, si vous voulez, un espèce d'état des lieux de tout ce qui se passe au niveau de vos données. Vous voyez que 113 fichiers ont été créés. Il y a eu des apps qui ne sont pas autorisées quand vous essayez en fait d'accéder à des applications. J'ai eu 13 DLP, rule match, etc. Donc c'est plutôt intéressant.
pour avoir en fait une visualisation globale de tout ce qui se passe au niveau de mes données. Ça, c'est important. Donc là, je peux le voir ici. Qui a créé quoi, l'utilisateur, la location, OneDrive, SharePoint, etc. etc. Après, ici, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait que vous aviez aussi du DLP et surtout donc du Sensitivity Label, c'est que le label unifié, si vous allez dans Teams, ici, si vous faites une création de Teams, ben, vous allez également pouvoir ici choisir les Sensitivity Labels que vous allez pouvoir définir pour votre Teams. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, on va vite passer à la suite, parce qu'il se fait un petit peu tard. Hop. Donc après, en termes d'utilisation, hein, ici, comme je vous l'ai dit, client classique pour la partie IP, mais en fait, ça se fait plus passer sur la partie unifiée de label. Et pour ceux qui ont de l'AIP et qui souhaitent migrer vers le compliance, sachez que ça existe, hein, vous pouvez le faire, c'est très facile. En fait, il suffit de les recréer vos règles et de les repasser de l'autre côté. Par contre, il faut télécharger le nouveau client afin d'avoir les labels unifiés au niveau donc, de vos utilisateurs. Donc là, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça se marie très bien, ça fonctionne très bien. Si vous avez de l'AIP et le Compliance Center pour pouvoir, en fait, si vous voulez faire une transition sans perte de production, c'est tout à fait possible parce que les deux parties en fait communiquent ensemble, donc avec ce qu'on appelle le get label. Donc il y a des scripts PowerShell un peu de partout qui permettent de répliquer ce qu'il y a dans la AIP console dans la partie Security and Compliance. Donc maintenant que nous avons vu la partie chiffrement et DLP des documents, on va voir un petit peu, bah voilà, qui dit chiffrement dit clé de chiffrement, donc dit comment donc chiffrer et déchiffrer ces documents. Il faut savoir que par défaut, quand vous chiffrez un document dans M365 avec les sensitivity labels, avec les labels, votre clé, en fait, votre master key, elle est automatiquement gérée chez Microsoft. Donc elle est en fait dans les systèmes de chez Microsoft. Après, vous avez deux choix. Soit vous pouvez venir avec votre propre clé. Donc là, en fait, vous avez un HSM, par exemple, et puis votre propre clé master key, vous allez la mettre chez vous. Et dans ce cas-là, on va parler de Customer Manage. Donc, si la clé, elle est chez Microsoft, on va parler de Azure Manage. Si la clé de chiffrement de vos documents, elle est chez vous, on va appeler de Customer Manage. Donc, ce qui fait que ça rassure pas mal de clients. Vous avez beaucoup de clients également qui ne peuvent pas chiffrer des documents parce qu'ils ont des législations et ils ont des fortes contraintes de localisation de données. Donc, si vous pouvez chiffrer vos données mais que la clé est à l'interne, bah, vous allez pouvoir le faire. En général, c'est ce que me disent les clients. Et donc, pour ça, vous avez aussi donc un deuxième point qui est important, c'est la double key encryption. Donc, c'est ce qu'on appelle le chiffrement à double clé qui va apporter une sécurité supplémentaire, mais surtout qui va vous apporter une flexibilité et une adaptabilité remarquable en termes justement de sécurité et en termes de législation. Si vous êtes par exemple une entreprise où le cloud vous fait un peu peur, donc vous n'avez pas envie de mettre vos clés à droite à gauche si vous avez peur que Microsoft utilise votre clé master key pour pouvoir déchiffrer vos documents. Donc pour ça, bah, tout simplement, le DKE, hein, donc le Double Key Encryption, c'est possible avec M365. Tout simplement, comment ça va marcher? C'est que vous avez en fait deux clés pour l'accès aux données. Une est toujours chez Azure, mais l'autre, vous allez la placer dans un emplacement tierce, soit chez vous, si vous avez du HSM, etc., soit vous la confiez à quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, c'est DuoKey. Donc c'est une solution que j'utilise et que j'essaye en fait de promouvoir parce que c'est vraiment intéressant. Donc c'est une solution qui va vous permettre de protéger votre clé directement et surtout, vous allez voir en fait ce qui est intéressant avec cette solution, parce que ok, vous allez me dire elle stocke les clés, bon c'est cool, mais on va surtout voir comment elle stocke les clés et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est important, c'est que quand vous avez cette configuration là, vous êtes seul à pouvoir déchiffrer vos données. Microsoft ne pourra pas déchiffrer vos données à votre insu parce que de toute façon, ils n'auront pas l'autre clé vu que vous faites du chiffrement à double clé. En termes de fonctionnement, ça marche comment? Alors, c'est super simple. Vous avez la partie Azure RMS qui est toujours là. Lui, en fait, c'est la partie encryption des documents. Vous avez DuoKey qui va venir se placer entre Azure RMS et vous et Azure, en fait, tout simplement. Et quand vous allez chiffrer votre document, vous allez avoir la clé qui va rester chez Microsoft, mais vous allez surtout avoir la clé du customer, donc votre clé, qui, elle, va être protégée en fait avec DuoKey dans 3 environnements différents. C'est-à-dire que la clé, la master key, elle est en fait départagée dans 3 environnements.
ce qui fait qu'elle est stockée à 3 endroits différents. Donc ça veut dire que pour reconstruire la clé, j'ai besoin d'accéder aux 3 environnements pour pouvoir avoir cette clé. Donc vous imaginez bien la dureté de l'affaire pour pouvoir en fait déchiffrer un document. Et dans ce cas-là, le chiffrement se fait de bout en bout, à savoir au niveau des métadatas des données, du client, de l'identité jusqu'à la plateforme DuoKey qui va héberger donc vos nœuds. Alors, ce qui est intéressant avec DuoKey également, c'est que en fait, ça vous donne la possibilité de stocker vos clés un peu où vous voulez. Je peux mettre une clé dans Azure sur le nœud 1, sur le nœud 2, je la mets chez Amazon, et le nœud 3, je la mets chez Google. Et je peux aussi la mettre on-prem si je veux. Voilà, en fait, ça laisse un peu une espèce de flexibilité, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir protéger son document avec double clé. En général, quand vous présentez ce genre de projet à des DSI et à des CISO, la première chose qu'il va vous demander, connaît-il de la clé de chiffrement? Ça, c'est la première question que vous allez avoir. Et dans ce cas-là, avec cette solution, c'est simple. Vous avez 2 clés, une clé chez Microsoft. Microsoft ne pourra rien faire avec cette clé. Vous avez une deuxième clé qui est stockée à 3 endroits différents. Il faut le voir un peu comme une carte, en fait, chasse au trésor. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bouts de la carte, vous ne pouvez jamais retrouver le trésor. Là, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas vous connecter aux 3 environnements pour pouvoir avoir la clé, ça ne marchera pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc en termes de paramétrage. Donc, pour faire du double encryption, vous avez pas mal de prérequis. Donc, soit de l'E5, soit alors information de protection gouvernance en termes de licence. Il vous faut la dernière version du client UL, donc Unified Client, n'oubliez pas. La dernière version de Office Apps et ces 2 clés de registre pour activer en fait la double key encryption au niveau de votre Windows 10 et au niveau de votre Office. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va tout simplement ici venir dans mon document, ici, et je vais vous montrer. Donc là, en fait, si vous voulez, l'expérience, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience pour l'utilisateur, ça sera toujours la même. C'est-à-dire que je vais ici créer un doc. Hop, je vais l'appeler DuoKey. Je vais ouvrir le document. Je vais ici le chiffrer avec un label, en fait. En fait, c'est comme si je chiffrais avec un label classique, si vous voulez. D'accord? Donc, pour l'utilisateur, ça ne change rien. Donc, j'enregistre ça. Donc là, le document va se chiffrer, etc. Puis ensuite, je ferme. Et ici, je vais, par exemple, le mettre dans mon OneDrive. Hop. Là, je vais le mettre dans mon OneDrive ici. Là. Ici. Donc là, après, quand je vais l'ouvrir, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez la partie discussion avec Microsoft, mais vous avez surtout la discussion avec DuoKey qui va vous permettre donc de déchiffrer votre document avec cette fameuse clé qui est stockée à 3 endroits, comme on peut le voir ici. Donc là, je viens de le déchiffrer, ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais me connecter sur la plateforme DuoKey qui va, elle, en fait, me donner pas mal d'éléments. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la clé est stockée à 3 endroits différents. Donc là, j'ai mes 3 nodes. J'ai le node 1, le node 2, le node 3, à 3 clubs différents. Donc voilà, ici, donc c'est des systèmes. On peut avoir du HSM, ce qu'on veut, directement ici. D'accord? Ensuite, ici, on a au niveau des logs. Donc, je vais voir que, tout simplement, j'ai pu déchiffrer, en fait, regardez ici, donc à 8h45, donc c'est bien l'heure. Donc là, ici, avec ma clé, je vois que j'ai bien déchiffré mon document. Donc, en termes d'encryption, donc je l'ai bien déchiffré. Et pour que ça fonctionne, en fait, c'est quand vous créez votre Sensitivity Label, donc ça se passe ici. Je vais venir donc la partie du hockey ici. Hop. Et en fait, pardon, faire ça. En fait, ici, quand vous allez configurer l'encryption, c'est là où vous allez spécifier « Je souhaite également bénéficier de la partie double clé » ici. Et donc là, je vais mettre ma clé que DuoKey m'a fournie. Donc DuoKey m'a autorisé dans leur système. Et puis, ils m'ont fourni cette finalement possibilité d'avoir 2 clés chez moi. Donc vous voyez bien ici cette clé qui finit par W4 machin. Si je viens ici, vous voyez bien que c'est la même, W4VY. Voilà. Ici. Donc c'est bien cette clé-là. Une fois que j'ai fait ça et j'ai rempli tous les prérequis, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du chiffrement à double clé directement. Donc après, voilà, je vous ai mis un peu ici les étapes pour comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai pas mal de gens qui me demandent comment accéder à DuoKey, etc. C'est vrai que c'est un peu nouveau. Ce qu'il faut savoir, donc c'est une société c'est suisse, basée sur Lausanne. Donc elle date de 2020, donc c'est une start-up qui grandit bien. Et si vous voulez tester cette solution, il suffit tout simplement, donc je vous ai mis le contact ici.
Pour moi, c'est intéressant aussi qu'on échange là-dessus. Donc, si vous voulez tester la solution ou la promouvoir chez vos clients, tout simplement, vous contactez DuoKey et ils peuvent vous ouvrir un tenant, en fait, comme ils ont fait pour moi, un espace pour pouvoir profiter de la double key encryption, tout simplement. Voilà, ben écoutez, j'ai fini ce petit webinaire, donc merci à tous pour ceux qui sont restés. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était super intéressant, merci. 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 Oui, c'était très bien. Ouais, j'ai une petite question pour toi, Céphala. Oui. J'ai constaté chez certains clients, enfin même, je crois que c'est arrivé sur mon tenant aussi, tu fais des modifs sur les sensitivity labels et ça ne se propage pas sur certaines applis. Alors, de mémoire, je crois que c'était Office Online. Donc, ça se propageait sur tu vois, ton client lourd, par exemple, Word, mais pas sur ton Office Online. Tu as constaté des trucs comme ça chez tes clients ou... Alors oui, je l'ai déjà vu et je t'avoue que j'ai même ouvert un ticket chez Microsoft pour ça aussi. Ok. Parce que si tu veux, alors il y a un point important, c'est que la propagation des sensitivity labels au niveau des clients, tu sais, en général, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, hein, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Par contre, des fois, ça ne se propage pas sur d'autres conteneurs. Et une fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un ticket chez Microsoft et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Apparemment, ils m'ont rafraîchi le truc au niveau de leur tenant et ça a débloqué le truc. Mais j'ai déjà eu ce cas-là, effectivement, je te confirme, Patrick. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, pour mon lab, je voulais vous montrer un truc. J'ai pas réussi à l'afficher, du coup, je l'ai pas fait, pour être honnête. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que même pour les clients, les clients lourds, pour les afficher, ça met un peu de temps à venir. Bah, donc, ouais. Voilà. Surtout, il y a un moment, tu aurais envie d'avoir un bouton et tu appuies, quoi. C'est ça, tu as un bouton pour refresh. On est d'accord. Donc, alors, truc, pour renforcer chez les clients, en fait, je vais vous montrer dans la démo. Il y a un truc important, c'est tu peux venir ici dans ton client et faire reset settings. Donc là, ça peut accélérer le refresh. Soit ensuite, ce que tu fais, donc c'est une méthode un peu bourrin, c'est en fait, tu viens au niveau de la registrie en fait, de ton poste. Donc, tu as une registrie ici, je vais vous la donner. En fait, ici, dans cette registrie, hop. Donc là, comme tu peux le voir, alors attends, parce qu'il faut que je retrouve mon truc. Tu as une registrie en fait que tu peux effacer. Alors attends, il faut que je la retrouve, parce que je ne la connais pas par cœur. Hop. Ok, MIPC là, non? MIPC ou... Ouais, c'est exactement. Alors attends, justement, je le cherche, mais je ne sais plus où. Ouais, je vais te retrouver ça, attends. Ouais, alors attends. Parce que je m'en souviens jamais. C'est simple. Sinon, il y a le répertoire là, dans App Local que tu peux effacer. Ouais, il y a celui-là, mais il y a surtout MIPC en fait avec toute la partie cache en fait. Parce que tu en as une dans. Je ne sais pas si je l'ai gardé ou pas. Mais en tout cas, tu as une clé ici, je vous la fournirai, qui permet en fait si tu veux, de refresh le client. D'accord? Et ça te permet donc de recevoir. Mais t'imagines bien si tu as par exemple 100 000 clients, tu vas pas t'amuser à balancer une registrie à 100 000 clients. C'est un peu risqué quand même. Donc voilà. Et un point, je pense que tu l'as constaté, Patrick, quand tu actives les sensitivity labels la première fois dans SharePoint, dans Teams avec les commandes PowerShell, ça met de 24 jusqu'à 48 heures à s'afficher également. C'est un peu lent. Voilà. Et d'ailleurs, on a Najib avec nous, donc qui est en fait la personne qui gère DuoKey en Suisse. Donc, si vous avez des questions sur la partie double encryption, c'est vraiment posez-lui les questions parce que c'est vraiment intéressant. Il peut apporter beaucoup. Moi, il m'a pas mal aidé chez des clients. Alors, sur la double encryption, moi, j'ai en tête qu'il y a un certain nombre de limitations une fois qu'on a activé la double encryption. Je ne les ai pas forcément là en tête. Vous savez les préciser? Je peux vous les dire. Ouais. Alors, double key encryption, juste pour préciser, hein, les 3 nœuds, en fait, contiennent un morceau de la clé. Par exemple, c'est encore possible de reconstituer l'entièreté de la clé si vous ne contrôlez pas les 3 nœuds en même temps. Parce qu'en fait, là aussi, l'innovation, c'est qu'on est capable de rafraîchir les morceaux toutes les 5 minutes. Un peu comme le jeu le jeu des verres, là, où on met le truc et on change les verres et on doit trouver dans quel verre se trouve où il y a les cartes. C'est à peu près pareil. Alors, pour la partie, en fait, les limitations, quand vous avez vu aujourd'hui, hein, je dis aujourd'hui parce que je mets encore, on est en discussion avec Microsoft, aujourd'hui, les labels SharePoint et Teams
ne supporte pas la double encryption. Exact. Donc là, quand vous avez vu les labels, quand la démo de CFA, vous n'avez pas vu le label du hockey. Non. Vous avez vu les autres Justement. labels, mais pas ceux du hockey. Ça, c'est une première limitation. L'autre limitation que vous avez, c'est que si je vous envoie un document qui est encrypté avec la double encryption sur votre téléphone portable, avec l'app native Word, pour l'instant, parce que je ne dis pas pour l'instant, ils ne sont pas double encryption aware, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de contacter le service de double encryption comme le fait les clients Office. Windows 10, ouais, c'est ça. Voilà, Windows 10. Mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est en cours, parce que forcément, la mobilité, ils vont pouvoir intégrer le contact, parce que c'est juste un appel web service. Hein. Comme si tu peux remontrer le schéma, c'est un appel REST qui permet de contacter le service au moment de l'ouverture. Ça se fait de manière transparente. Il y a une chose qui est importante dans ce schéma, c'est que l'appel numéro 3 que vous voyez là, qui va en fait demander à décrypter, pas le document, on ne décrypte pas le document, on décrypte la clé qui a encrypté le document, la clé verte. Donc le document, Juki ne le voit pas. Ça, c'est important. Quand vous faites cet appel, on envoie le jeton d'authentification JSON Web Token. Donc c'est une vérification que l'utilisateur a été authentifié fortement. C'est pour ça que vous voyez la YubiKey là, on peut mettre du FIDO2. On vérifie bien que c'est l'utilisateur de la société qui peut décrypter. On vérifie aussi l'appartenance au groupe. On extrait dans le jeton, on valide le jeton avec Azure. Donc ça veut dire qu'on vérifie l'identité. C'est un modèle Zero Trust. On ne fait pas confiance à l'appel. On prend en compte que le fait que ça peut être quelqu'un qui essaye de se connecter en direct au service, parce que le service il est ouvert sur Internet. Donc forcément, tout le monde peut appeler le service. Et là, on fait une vérification du jeton. Voilà. Donc limitation, c'est celle-là aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a une autre limitation, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, Patrick, la partie DLP sur Windows 10. Oui. Quand tu peux pas le faire avec la double encryption aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux l'appliquer au label classique, mais pas avec la double encryption. Mais ça va arriver. Hein. Comme le dit Najib, c'est une question de temps, ça va arriver de toute façon. Ils sont obligés de la mettre en place pour un souci de cohérence, si tu veux. Oui. Ça paraît pour Cloud App Security, pour l'instant, ne supporte pas les labels double encryption, et c'est des choses qui vont intégrer grâce au Unified Label. Parce que justement, en fait, le Cloud App Security, ce qui est intéressant, si j'arrive à retrouver ma souris, j'arrive pas à la retrouver, super. Je l'ai encrypté. Ouais. Voilà, ici. Ici, pareil, hein, donc Cloud App Security, en fait, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est faire des policies. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est de faire des policies aussi DLP au travers Cloud App Security qui vont me chiffrer les documents en fonction de certaines actions. Notamment, le cas typique, c'est je veux que tous les documents qui sortent vers l'externe, donc là, c'est un peu bourrin, je les chiffre directement avec un label. Et donc là, ici, regardez, dans cette règle, hein, donc je vais dire ici le access level equal, et là en fait je mets vous savez les trucs externes. Et ce qui est intéressant, c'est ici, je vais pouvoir appliquer. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas du hockey ici, d'accord? C'est ça qui n'est pas encore supporté. Mais par contre, on peut bien entendu le faire avec les autres labels qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Mais pour ça, il faut le E5, attention, hein, pour Cloud App Security. Après, on peut effectivement, comme c'est de la double encryption, finalement, on pouvait avoir la même politique de auto-labeling et de détection de patterns. De toute façon, c'est pour des documents top secrets. Vous ne faites pas la double encryption sur tous les documents. Exactement. C'est pour vraiment les 5%. Là, si vous avez vu hier à la presse les documents de Pfizer qui sont fait leaker là. Donc c'est typiquement ce genre de documents que vous les protégez. Ouais. C'est vraiment les documents ultra. Si Pfizer avait du hockey, ils auraient pu se protéger contre un insider qui avait volé les documents et les exfiltrer. C'est typiquement ce cas-là en fait. Ouais. Et j'ai pas fait attention, vous avez donné un ordre de grandeur de prix? Alors le prix, non. Je dis le prix, il est basé finalement. Vous avez une licence à E5 à 7,50$ à peu près. Hein. Okay. Vous imaginez bien qu'on ne sera pas plus cher que la licence E5. Donc on est indexé en fait. Donc c'est 20% plus de cette licence-là à peu près. Donc c'est à peu près 3 francs, 4 francs par utilisateur, voire moins. Pour des gros volumes, c'est quelques dollars en fait pour des grands volumes. Donc pour $1 de plus, vous avez cette assurance. C'est comme une assurance. Vous rajoutez $1, vos 5% de documents top secret, vous êtes couverts. Et vous ne le faites pas pour tout le monde. Hein. C'est ça. Ce qui est intéressant, ce que dit Najib, c'est que on va pas prendre la duo key pour tous les users et pour tous les documents. C'est le comité de direction. C'est ça en fait. Exactement. Ou les ciseaux, j'en sais rien. Quelques personnes bien identifiées. C'est ça.
Et si tu veux, moi, surtout en Suisse, parce qu'on est basé en Suisse avec Najib aussi, c'est que à chaque fois qu'on fait ce projet, la première question qu'on me pose, la partie encryption, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je veux pas que Microsoft ait en fait la main sur la clé, en fait, la master key. Et ça peut être aussi un argument de poids quand tu vas vendre ce genre de projet à des organisations qui sont un peu frileuses, tu sais, au niveau cloud, Patrick. C'est clair, ouais, c'est clair. Ou par exemple, les données de la santé, par exemple. Aussi. Alors, il y a ça, c'est les questions qu'on a, mais c'est surtout, en fait, Microsoft, ok, on fait confiance au final parce qu'on l'utilise, mais c'est surtout contre le Cloud Act, hein, les demandes du gouvernement pour dire je veux accéder aux données d'une entité, parce que la juridiction Cloud Act, elle est extraterritoriale. Tout le monde croit que le Cloud Act, c'est que pour les sociétés, on est en Suisse et tout. Il y a Microsoft, ils sont suisses. Ouais. Mais ça ne change rien, en fait, le Cloud Act. C'est extraterritorial. Donc, pour se couvrir contre ça, Microsoft va être obligé de donner la clé de décryption Microsoft ou de décrypter le document. Et finalement, Microsoft n'aura pas la seconde clé. C'est pour ça, d'ailleurs, que Microsoft a développé cette fonctionnalité. Pour protéger ses clients. Voilà, c'est pour finalement se dire, nous, on a donné la clé au gouvernement. On a fait notre boulot, on est compliant Cloud Act. Maintenant, c'est le client. Allez demander la clé au client. Et là, le client il peut se protéger. Parce que le client, lui, il est basé dans une juridiction qui n'est pas soumise au Cloud Act. Il dira au gouvernement ou dira à la personne qui demande l'accès, vous n'êtes pas autorisé à me demander la clé parce que vous n'êtes pas une entité compétente, légale dans mon pays. En France, il y a une entité qui peut demander. En Suisse, il y a une autre entité. Et c'est surtout applicable pour les banques. Les banques pour le secret bancaire et le domaine médical aussi. Donc, c'est vraiment deux secteurs sur lesquels on est actif. Les secteurs financiers et le domaine médical. Et pharma, bien entendu, en ce moment. Pas mal de démos avec des groupes pharma. Voilà pour répondre à votre question. Très bien. En tout cas, super démo sur le reste DLP. J'aime bien le DLP. Je trouve que c'est assez puissant. Ça marche bien. Donc, et je pense qu'il a, et surtout ça donne beaucoup de, ça donne beaucoup d'idées sur pas mal de use cases qu'on pourrait avoir dans une organisation quelle qu'elle soit en fait. J'avais une question pour toi justement que j'ai eu d'un groupe pharma, je dirais pas le nom. Il m'a posé la question, est-ce qu'on peut créer des labels sensitivity avec des noms de projets? C'est-à-dire ils ont des codes projets en fait, et tous les documents ils ont un template. Avec ce code projet, est-ce qu'on peut faire du auto-labelling dès qu'on détecte un numéro de projet dans le document? Bien sûr, ça on peut. Ça, justement, c'est le. Alors, par contre, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on veut faire de labellisation automatique, il faut bien définir les patterns. Il faut vraiment savoir ce qu'ils veulent. Ouais, et si c'est un pattern facilement identifiable, ça marche bien. Si c'est un truc un peu complexe, c'est appliqué. Hein. Le Lavo m'a demandé, par exemple, ils ont des codes projets en interne, c'est codifié, par exemple, c'est des projets secrets internes avec des codes. Ils ont un format bien précis, avec une string bien précise, ils sont dans le header du document. Normalement, si c'est de l'ordre d'une regex, c'est bon. Ouais, d'accord, très bien. Tout ce qui regex, ça marche, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ça se configure via la GUI Microsoft, quand sensitivity. Là où je l'ai montré ici, en fait, dans la partie automatisation. Il faut définir, une façon de faire, c'est un sensitive info type et. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Okay. Tu t'en sers de base pour construire ton label en fait. En fait, tu en as par défaut. Tu as les trucs, comme je le disais, un petit peu pas bateau, mais tu as les trucs par défaut. Et puis ensuite, ici, effectivement, tu vas pouvoir venir. Alors attends, c'est un peu lent. Tu vas pouvoir venir créer en fait ton infotype. Et dans ce cas-là, tu vas pas pouvoir mettre soit une regex, soit une chaîne de caractères spécifique, soit quelque chose. Soit des mots-clés. Voilà, c'est ça. Attends, c'est un peu lent, mais ça va arriver. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est le Azure PeerView qui est sorti il y a 2-3 jours. Voilà, c'est de pouvoir en fait labelliser le contenu des tables SQL. Azure SQL, Cosmos DB et Azure Synapse. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc là, si tu veux, voilà, je vais venir ici et en fait, là, je vais pouvoir définir soit un keyword, soit un dictionnaire, soit une regular exception. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux. Du moment que tu fais une regex, en fait, il faut juste, par contre, définir bien tes regex parce que si ça marche pas, ça va être compliqué. Mais voilà, ça fonctionne très bien, quoi. Tu vois, puissant, quoi. Ça, c'est effectivement vraiment puissant. C'est ce que j'ai trouvé bien dans la solution Microsoft avec Joki, c'est qu'en fait, on fait aussi Joki pour Amazon, pour information. On ne fait pas que Microsoft. Mais ce que j'ai trouvé bien par rapport à Amazon, c'est que c'est beaucoup plus, user-friendly pour un utilisateur lambda, parce que ce qu'il a configuré, c'est l'URL finalement.
Ah bah oui, l'URL. j'ai mis que l'URL, moi, c'est tout. Voilà. Mm. C'est ça que j'ai trouvé Exactement. bien. Amazon, c'est un peu plus compliqué, Amazon, parce qu'Amazon, nous, on a DuoKey pour Amazon S3, où là, en fait, on fait du client-side encryption. Donc, on doit développer dans le JavaScript de l'application web l'appel à ce service d'encryption double. Donc, c'est beaucoup plus dev que Microsoft sur Amazon. Ok, c'est bon à savoir. Très bien, il faudra peut-être. Sinon, en fait, votre solution elle a été complètement présentée par Stéphane ou vous voudriez faire une session. Enfin, vous pourriez aussi venir faire une session Ouais, ça peut être intéressant. à West Online, peut-être pour détailler ou je sais pas. Peut-être une autre. On peut organiser une session où je vous montre le capot, le dessous du capot, parce qu'on a on a 3 autres produits qui sont en fait très similaires en fait à ce use case, mais qui sont par exemple pour HashiCorp Vault pour ceux qui connaissent. HashiCorp Vault, c'est une solution de secret management, donc qui est utilisée beaucoup dans les mondes DevOps pour protéger les mots de passe dans les applications. Et HashiCorp Vault, on a un partenariat avec eux. C'est une grosse société HashiCorp Vault. Hein, c'est valorisé 5 milliards, c'est une grosse boîte aux US. Ils gèrent 70% des banques américaines. Et ça peut être intéressant de vous montrer comment DuoKey, on protège la master key, encore une fois, on protège toujours les master keys de ces solutions. Et je vois, il y a un use case intéressant, je suis en discussion avec Microsoft. C'est en fait, on m'a posé la question juste hier, DuoKey pour CRM Online, pour Dynamics. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas encore. Mais on réfléchit avec Microsoft comment faire la double encryption sur du CRM 365. Parce que là, on a vu que ça marche pour des documents, ça marche pour du Word, du Excel, mais quid d'un CRM? Ouais, exactement. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Moi, je pense, Patrick, ça peut être intéressant dans un prochain OSN, du coup, en 2021, que Najib présente sa solution. Ce qui fait que ça pourra. Parce que si tu veux, moi, j'ai présenté que le fonctionnement avec Office. Mais ce qui est intéressant, je pense, Najib, c'est que tu nous montres un peu sous le capot ce qu'il y a dans tout ça, quoi. Tu vois. Oui, en fait, la solution, elle fait ce qu'on appelle du multi-cloud key management. On peut gérer aussi les clés Azure Key Vault, les clés Amazon et les clés Google dans une seule console. Ouais, c'est ce que avec les 3 nœuds, etc. Avec les 3 nœuds, voilà. Ce qui fait que toutes les clés que vous générez, finalement, c'est vous qui générez la clé. C'est ça. Elles sont ici, là. voilà, c'est exactement. Vous voyez et là, ici, là. c'est que des clés ID que vous voyez là. Si vous voyez dans Keys, si on va dans Keys, en fait, ici, voilà, c'est que des keys ID. Moi, j'ai pas la clé, en fait. Même moi, DuoKey, j'ai pas la clé. C'est ça qui est bien. C'est que c'est vous, en fait. Voilà, j'ai que des keys ID, moi. J'ai pas la valeur de la clé. Et donc, je peux même pas l'exporter, la clé. C'est vous, quand vous générez la clé, vous avez, au moment de la génération, un backup des 3 nœuds. Donc, un backup des 3 nœuds. Ce qui fait que vous avez une copie, et moi, j'ai pas la copie. Ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, parmi les participants sur la solution, sur le DLP ou sur les labels unifiés, éventuellement? Ouais, juste rapidement. Oui. Oui, on disait tout à l'heure, il y avait la nécessité d'avoir le client en fait IP pour pouvoir mettre à jour très rapidement les sensitivity labels. Ouais. Parce que sans en fait, des fois, il met du temps pour se connecter. Oui. Et le fait de déployer ça, on l'a fait dans l'entreprise. Et directement, en fait, il voit directement les nouveaux labels qui viennent juste d'être créés 1 heure avant, quoi. Ah bah alors oui, c'est avec la partie UL, oui. Après, de temps en temps, comme on disait avec Patrick, on peut aussi avoir des bugs où en fait tu vas créer un label, tu vas le publier, et puis de temps en temps il n'arrive pas. Soit donc tu fais la méthode bourrin, c'est que tu nettoies la registrie et tu nettoies en fait dans app data en fait un dossier qui s'appelle template et qui va te vidé, rafraîchir il y a tout plusieurs ça. clés, on le vide et il y a aussi la clé de registre. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que ça dépend des cas. Moi, je le recompte quand même assez souvent, donc j'ai essayé de le remonter chez Microsoft. Donc voilà. Mais en général, avec le client, ça marche quand même plutôt bien aujourd'hui, et pas comme avant. Hein. Et quand on définit le label, en fait, il y a vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie en fait dans Azure qui est dépréciée, je crois, et maintenant c'est dans Security Compliance qu'il y a les. Oui, c'est ça, nouveaux exactement. Alors ça, c'est AIP. AIP, il ne faut plus l'utiliser aujourd'hui. Hein. Parce que moi, j'avais créé dans Azure et il m'a directement créé les mêmes dans Compliance Security. Oui, parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle un get labels entre les deux solutions. Donc entre AIP et Microsoft 365 Security Center. Ça, c'est pour permettre de faire une transition entre AIP en fait et le M365 Sensitivity
label. Mais à partir du 31 mars, on ne pourra plus utiliser AIP. Vaut mieux quand même, si vous avez maintenant AIP, commencez déjà votre transition vers les sensitivity labels. Mais du coup, il faudrait que je supprime mes labels et que j'en crée de nouveaux, ou je peux garder les anciens? Non, parce qu'en fait, comme ils sont répercutés de l'autre côté, il suffit de rétélécharger le client UL et ensuite après avoir redescendre automatiquement. Ok. Ça, c'est pas. Ce qui est bien, c'est que en fait, les deux interfaces sont interconnectées justement pour que les gens, si vous voulez, puissent accéder à leur label. Parce que vous imaginez bien que si vous avez des documents chiffrés avec l'ancien système, il va bien falloir pouvoir les déchiffrer avec les nouveaux. En fait, c'est pour ça que ça suit. Donc tout ce qui est clé, etc., c'est la même chose. Ça se base sur la même clé. Et vous allez pouvoir donc suivre le AIP vers M365 Security Center. Ok, très bien. Eh bien, merci à tous. Je pense que c'est l'heure de se dire au revoir, bonne année pour les fêtes dans les conditions qu'on verra bien. Mais, exact, ça va être compliqué. Mais bon, on va quand même les passer. On pourra encore manger, c'est déjà pas mal, et boire éventuellement. Ouais. Le reste, ça va être plus compliqué. Venez skier en Suisse pour ceux qui veulent skier encore avant que ça ferme. Ouais. Merci beaucoup. Merci Bonne année beaucoup. à tous. Merci Bonne à année. vous Merci, et à bonne bientôt. soirée. Et on se retrouve Bonne le fête. 7 janvier pour Exactement. le prochain. Super. Merci à tous. Merci Merci Stéphane. à tous. Merci. Avec Merci, plaisir. au revoir. Merci Bonne Nicolas. soirée. Au revoir. Pas de souci, Ciao. bonne soirée. Patrick, bonne soirée. Ciao.